Salut, c'est Lionel. Je vais tenter de faire une explication d'avoir une vue générale de la pile logicielle sur Ubuntu Touch. Euh, voilà, donc je vais essayer de retrouver quelques schémas qui traînent à gauche à droite sur Internet. Il y en a certains peut-être qui seront un peu obsolètes, mais bon, l'idée générale est encore là, quoi. Voilà, donc ça c'est une vue donc là du bas niveau vers le haut niveau. Une vue des différentes couches logicielles et comment ça se passe. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que donc là on a le kernel. On a donc Ubuntu qui est ici, qui suit le mainstream 16.4, donc une version LTS de Ubuntu, Ubuntu, pardon. Celui-ci inclut en fait un certain nombre de composants au sein d'un conteneur LXC. Donc on va réutiliser des drivers pour pouvoir causer avec le matériel. On va réutiliser les drivers Android. Par contre, celui-ci, donc, vu qu'il a été développé sur un, comment dire, on appelle ça la Bionic, la librairie Bionic, on a besoin, Ubuntu Touch étant basé sur libc, on a besoin d'un interpréteur. Donc ça, c'est le rôle de LibRebris. Voilà, pour pouvoir causer avec l'OS pur, quoi. Ensuite, qu'est-ce qui est spécial? Donc, on a un serveur d'affichage qui s'appelle Mir. Donc, ça, c'était un choix de Canonical à l'époque de développer son propre serveur d'affichage, dans le souhait aussi de remplacer donc X11, qui est encore présent dans pas mal de desktops aujourd'hui. On verra par la suite que justement avec la version après OTA 9 sur Ubuntu Touch, on va permettre de comment dire de pouvoir installer des applications qui sont compilés pour Wayland. Donc Wayland qui est le protocole en fait standard maintenant open source de communication avec les serveurs d'affichage, quoi. Voilà. Donc qu'est-ce qui est construit? Donc on a Mir ici, dessus des librairies donc qui compilent vers Mir. Donc on avait une version Qt, donc maintenant c'est plus le cas, mais on peut encore l'utiliser pour la version en cours. Qt qui va compiler pour Mir. Unity 8, Unity 8, c'est donc l'environnement de bureau qu'on retrouve. Voilà, différentes API. Et ici, on retrouve donc les applications Ubuntu Touch. Voilà. On peut voir éventuellement ici le processus, encore une autre vue en fait, hein, où on a le chargement de l'espace Android ici, puis on voit donc la frontière avec LibreBris qui permet de faire la frontière entre les deux systèmes. Et puis le serveur d'affichage ici avec le lancement d'Unity. Voilà, on voit qu'on se base sur une librairie qui va permettre de travailler entre des composants écrits en Qt, QML par exemple, et Mir. Voilà, ici, voilà, ok. Donc ça c'est valable hein, pour encore aujourd'hui. Par contre ça va changer, donc on n'aura plus Qt Ubuntu, on aura un Qt Wayland qui sera un composant standard de Qt pour pouvoir causer avec Mir, grâce au protocole Wayland. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir? Bon, on peut voir aussi éventuellement le processus de démarrage du système d'exploitation. On voit ici hein, donc qu'on a système de boot système de boot donc spécifique à Ubuntu. Ici c'est à droite, c'est le système de boot Android. On va charger un certain nombre de choses. Donc là en fait l'idée c'est on va réutiliser un certain nombre de couches logicielles d'Android et on va les mettre à l'intérieur d'un conteneur. Donc voilà, donc on voit ici que ça c'est tout le chargement lié à Ubuntu et donc avec différents composants. Et puis à l'intérieur du conteneur LXC, on va lancer tout ce qu'il faut pour aller causer avec le hardware. Voilà, voilà. Ok. Que dire de plus? Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le routefs, ah, c'est où qu'on voit ici? On voit ici, on voit pas ici. Là, on le voit ici. Voilà. Donc par défaut, en fait, sur un téléphone Android, téléphone Ubuntu Touch, on a donc le système de fichiers root qui est donc en lecture seule. Et toute la technique de mettre à jour des paquets et tout ça se fait via un mécanisme qu'on appelle over the air, donc OTA. Et donc celui-ci est à mesure de remplacer des composants primitifs de Ubuntu Touch, et des applications bas niveau. Toutes les applications visuelles
elles, par contre, sont mises à jour via donc soit OTA, bien sûr, s'ils sont inclus par défaut. Là, on a la liste hein, ici dans la documentation de UbiPorts, il y a la liste de toutes les installations préinstallées par défaut, hein. Donc celles-ci, elles peuvent venir aussi se mettre à jour via l'OTA ou via OpenStore. Voilà. Euh, donc ce qu'il faut retenir, c'est que chaque application tourne aussi dans un environnement confiné, hein. Donc ça veut dire qu'une application, elle peut pas avoir accès. Pardon, là, je sais pas où je suis là. On va pas pouvoir voir des schémas, tant pis, hein. Ouais, une application donc du coup ne peut pas en théorie communiquer avec une autre comme ça par défaut, hein. Donc ça c'est une protection de base de sécurité de Ubuntu Touch et d'autres aussi bien sûr. Donc voilà, donc là on va utiliser certains d'autres composants pour pouvoir communiquer entre eux. Donc c'est là, je vais y arriver. Quand on va là dans l'app development, ce qui est lié à la plateforme, hop, ça c'est encore autre chose. Voilà, si c'est vrai. Donc si on a envie d'étendre son application pour pouvoir communiquer avec d'autres, échanger des fichiers ou utiliser certaines choses, eh ben, on va utiliser certains concepts qu'on se retrouve dans la documentation propre à Ubuntu Touch, Content App, Push Notifications, URL Dispatcher, Online Accounts, voilà, un certain nombre de choses pour faire des applications de manière élémentaire en tout cas. Voilà. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que des applications sont empaquetées dans ce qu'on appelle un package click. Voilà. Un package click, ça va permettre de déclarer l'application sur le système Ubuntu Touch, mais également de gérer tout ce qui est permission. Euh, voilà, de déclarer les différentes permissions qu'on a besoin. Donc la première des choses, par exemple, on a un fichier qui s'appelle manifest.json qui va permettre de spécifier quelle est l'application, quel fichier j'utilise, comment ça s'appelle, le titre, ce qui va être affiché en dessous des icônes, quel framework je vais utiliser, qui est le mainteneur de l'application. Et donc voilà, ça c'est le premier fichier de déclaration. Et ensuite on va spécifier des... Donc là on parle de... Voilà, bon, un point desktop. Ça c'est le lanceur, hein. C'est là où on va dire, tiens, tu vas me lancer ça. Quand tu cliqueras sur l'icône, là, tu vas me lancer tel binaire, quoi. Donc là c'est un exemple tout à fait basique qui envoie QMLSyn. Mais une fois que j'ai compilé mon binaire, donc je peux faire appel à mon binaire ici. Voilà, donc ça c'est le deuxième fichier. On a vu manifest, on a vu donc point desktop qui est le lanceur. Et donc au niveau sécurité, évidemment, il va falloir déclarer si on a besoin d'utiliser des choses tierces, hein. Notamment ici par exemple, on a un exemple où on utilise le network, donc le réseau. Ça veut dire qu'on doit faire des appels dans notre application, on doit faire des appels de réseau, qu'on utilise éventuellement des composants de vue web. Et donc la Content Exchange pour tout ce qui est import de fichiers provenant d'applications tierces. Voilà. Donc une application, pour qu'elle soit compilable pour Ubuntu Touch, voilà, on a besoin de ces trois fichiers-là, déclaration, et évidemment d'inclure le binaire, hein, tout ce qu'on a besoin, les ressources externes. Et pour ça, donc, il est conseillé de démarrer avec un outil qui s'appelle Clickable. Si on regarde dans App Development, on a un outil qui est proposé qui s'appelle Clickable qui lui va permettre de nous éviter de retenir tout ce qu'il faut faire pour compiler, tester, déployer et lancer l'application, hein. Donc elle fait plein de choses à la fois. Donc c'est tout à fait possible évidemment de voir tout ce qui se passe derrière, hein. C'est des scripts Python. Voilà, mais en gros c'est Clickable va bosser sur un conteneur Docker et va compiler dans ce conteneur Docker, va compiler son application. Voilà. Donc le plus simple pour démarrer le développement d'applications sur Ubuntu Touch, pour moi, c'est en fait de commencer par le framework Qt. Donc là, c'est très bien fait. On peut développer sans être dans l'idée de faire pour Ubuntu Touch, hein. Ça peut être, puisque c'est multiplateforme. Donc là, il faut apprendre évidemment tout ce qui est comment fonctionne Qt QML. Alors, Qtdoc, Qtdoc. Il y a différentes ressources qui existent aussi pour faire l'introduction à QML.
Donc je trouve un langage très pratique. Tu as aussi comment dire, des tutoriels qui sont très, très bien faits là, sur l'introduction à Qt5. Donc moi ce que je propose comme progression quand on veut faire une application basique haut niveau, c'est prendre une application Qt existante et puis donc pour la compiler, donc là il y a besoin de connaître certaines règles, mais on peut utiliser très bien donc l'outil Clickable pour pouvoir nous builder. Il y a plein d'exemples hein, sur internet, il y a des ressources disponibles. Là j'en ai mis quelques-unes, c'est dans le cookbook. Alors où est-ce que c'est? Il est dans les guides sans doute. Non, ouais si c'est celui-là, voilà. Ici, il y a quelques petites vidéos, là, par exemple, quand on démarre avec une application déjà existante, comment on peut faire pour la publier sur Ubuntu Touch. Et puis également, voilà, ici, donc là, c'est deux systèmes de build, hein, c'est Make, QMake. On peut très bien envisager d'avoir des systèmes plus bas niveau encore de compilation, hein, Make, directement. Euh, voilà. Donc des fois, on a tendance à chercher un petit peu partout pour faire le Hello World et tout ça, mais ça, c'est donc l'approche oui, que je viens de vous parler. C'est l'approche si on a déjà une application existante testée sur Ubuntu, pas sur Ubuntu, mais sur desktop. Par exemple, celle-ci, là, on va essayer de la. Là, j'ai une application que j'ai trouvée sur Internet pour le jeu de la vie, par exemple. Donc ça, c'est typiquement une application qui, bon, là, ça utilise ce qu'on appelle les Qt widgets. Donc qui est peut-être moins conseillé pour l'univers mobile, c'est plus difficile à styler. Bon là ça ressemble bien parce que c'est en bureau, mais sur device. Donc en gros moi comment j'ai fait, donc j'ai réutilisé ça, tout ça c'est réutilisé. J'ai juste rajouté les différents fichiers qu'on a vus tout à l'heure, les clickable, Abarmore, desktop, manifeste, l'icône de démarrage, et puis un petit traitement au build pour copier tous ces fichiers là dans une archive particulière hein, pour qu'il puisse construire l'archive click. Voilà, donc là il y a des exemples pour faire ce genre de truc. Après, si on veut débuter directement pour développer des applications sur la plateforme, il y a l'outil Clickable qu'on a vu tout à l'heure qui permet de faire des templates initiaux, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'on peut installer Clickable, faire un Clickable init et va nous proposer un template tout fait, buildable facilement et déployable facilement. Donc voilà. Donc il y a moyen de trouver. Après, moi dans ma démarche, j'ai beaucoup utilisé évidemment d'appliquer existantes pour voir comment elles étaient faites, hein. Maintenant que le système de build commence à être uniformisé, hein, la plupart utilisent maintenant des archives click, pardon, qui utilisent l'outil clickable. Donc du coup, on s'y retrouve facilement d'une appli à l'autre. Euh, voilà. Donc bah, c'était tout. Je crois que c'est tout ce qu'on pouvait voir. Ouais, je pense que ça ira. Bon bah ciao, bye bye. J'espère que ça vous a convenu la vidéo. Salut.